Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Chers amis de Radio Courtoisie, c'est un plaisir de vous retrouver tous avec les habituels chroniqueurs que nous retrouverons au fil de l'émission. Un plateau de choix pour aborder un sujet tout à fait fondamental, celui de la sexualité. L'Europe en récession, rapport amoureux compliqué, libido en baisse, natalité et fertilité en berne. Rien ne va plus en Europe. Les rapports entre les hommes et les femmes, y compris et surtout sur le terrain de la sexualité, sont fragilisés dans leur capacité à donner forme à une vie harmonieuse et à permettre par là même le renouvellement des générations. Cette récession sexuelle est le fruit d'une mutation et d'un déclin anthropologique sans précédent dans un Occident où les cadres traditionnels, les corps intermédiaires, les repères symboliques ne cessent de passer sous le rouleau compresseur du système de la marchandise et de la société managériale. Les nouvelles générations sont prises en tenaille entre d'une part une insécurité sociale et culturelle grandissante sur fond de déstabilisation des institutions qui codifient traditionnellement le rapport au corps, et d'autre part l'omniprésence de discours transposant la vieille lutte des classes sous la forme d'une dialectique de la confrontation des sexes. C'est dans ce climat délétère, de perte de confiance en soi, de vide spirituel et de défiance pour les rapports charnels ou le plaisir réel, que la jeunesse européenne doit désormais trouver sa voie, assumer des rôles bien définis et tenter de s'épanouir. Et si elle est lâchée seule dans la guerre libérale du tous contre tous, elle ne peut pas non plus compter sur l'État, un État nounou qui, à rebours du bon sens le plus élémentaire, laisse l'influence des nouveaux médias dénaturer une sexualité de plus en plus précoce et se contente de proposer des cours d'éducation sexuelle à des cerveaux encore immatures émotionnellement et déjà peuplés des images les plus dégradantes. En prenant en compte la réalité des nouvelles sociologies, des nouveaux moyens de rencontre amoureux ou les nouveaux moyens de fonder son foyer, le libre journal Vive la civilisation européenne se propose avec vous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, de faire un état des lieux critique de la sexualité des Européens et d'esquisser, pourquoi pas, les voies à explorer pour résoudre cette crise qui est une crise de fond. Alors pour cela, je reçois avec grand plaisir 3 invités de choix. Catherine Jongen, qui est mère de 4 enfants, diplômée en sciences de la famille et de la sexualité, sexothérapeute et thérapeute de couple, belge. Elle dirige l'association Cœur à Corps, qui fait de la protection et de l'aide au développement dans les domaines de la vie relationnelle, affective et sexuelle des mineurs notamment. Bonsoir madame, bienvenue sur le plateau de Radio Courtoisie. Merci beaucoup. Nous recevons également Floriane Janin, 30 ans, 3 enfants, journaliste pour Télé Liberté. Elle est spécialisée en maternité, éducation et société et présentatrice d'Immédiat, l'émission indispensable de revue de presse critique qui décortique l'actualité. Floriane, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Hubert Calmette est avec nous également. Alors lui, je l'appelle le marketeur défroqué. Je sais pas s'il aime d'ailleurs ou pas cette expression. Il analyse et il décrit aujourd'hui les arcanes de la société libérale marchande. Il a même forgé dans son dernier ouvrage, le guide marketing de la dissidence, aux éditions de la Nouvelle Librairie, le concept d'addictature, la dictature de l'addiction à la consommation et aux écrans. Et c'est dans ce contexte d'addictature que la sexualité dégradée ou caricaturale s'inscrit d'ailleurs parfaitement. Alors merci d'être avec nous, le temps est compté. Je voulais d'abord commencer, puisque c'était le titre de l'émission, celui de la récession sexuelle. Concrètement, et je vais me tourner d'abord vers Catherine Jongen, est-ce qu'on peut mesurer quantitativement ou qualitativement cette récession? Peut-on réellement parler d'une récession? Alors moi, je vais essayer de partir surtout de ma clinique, de ce que je constate dans mon cabinet. Alors, de fait, les chiffres, je les laisserai peut-être à Hubert, mais c'est sûr que quand on voit le taux de natalité au niveau de l'Europe, on voit bien que ça chute. Ce que j'observe dans mon cabinet, c'est évidemment une grande baisse des relations sexuelles dans les couples durables. Donc il y a beaucoup de couples même qui sont ensemble depuis 2-3 ans, des jeunes, qui viennent chez moi parce que dans le fond, ils n'ont plus de relations sexuelles entre eux
Euh, et c'est quelque chose de très complexe parce que ça les rend vraiment dans une grande souffrance du lien. Donc souvent, ils arrivent et ils me disent, en fait, on est comme des colocs. On est comme des colocs. Voilà, donc ça, j'observe. Alors, j'observe pas chez les jeunes de 23-24 ans, mais j'observe ça chez les personnes qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Donc, comme si la relation sexuelle n'avait plus le vent en poupe. Alors après, j'imagine qu'on verra. Et alors justement, est-ce que en sortant de votre cabinet, notamment dans la littérature scientifique ou chez vos confrères, ou tout simplement on peut caractériser ça d'un phénomène constant, régulier, massif, où on est sur du sur-mesure avec quelques couples par-ci par-là? Non, je pense que c'est massif. Je pense que c'est massif. On le lit dans des livres, par exemple, de sociologie d'Eva Illouz, par exemple, une sociologue vraiment très reconnue au niveau mondial, dans une œuvre qu'elle a intitulée Pourquoi l'amour fait-il si mal aujourd'hui? Les gens, en fait, sont dans au lieu d'essayer de trouver une alliance dans le couple et un peu un réconfort, en fait, ce qu'on observe, c'est que les gens arrivent souvent comme s'ils étaient entre guillemets des ennemis. Moi, je dis souvent, en fait, on est dans une histoire d'amitié dans un couple durable. Et ici, il y a quelque chose, il faut dire que le néo-féminisme n'y est pas pour rien, et j'imagine que Floriane connaît très très bien ce dossier. C'est sûr que le néo-féminisme fait véritablement œuvre de nouvelles guerres des sexes. Donc les femmes vont s'opposer aux hommes et les hommes, d'une certaine manière, souvent dans mon cabinet, je vois bien, ils sont dans une position très très basse avec les femmes qui prennent des positions très très hautes. Et donc, non, Nous sommes entrés d'une certaine façon dans une société assez féminine avec des valeurs plutôt horizontales, un rapport peut-être plus affectif et sensible aux choses. Et effectivement, les hommes et leur virilité se trouvent de plus en plus mal à l'aise dans ce monde d'une certaine façon. Oui, très très mal à l'aise et la beauté, je trouve, du pulsionnel sexuel masculin est vraiment tout à fait reléguée comme étant quelque chose de profondément mauvais, alors qu'en fait c'est profondément beau, justement cette pulsion sexuelle qui pousse les gens à se retrouver au niveau du corps dans un élan vital. Qui est le fruit de la sexualité, c'est-à-dire des enfants, en fait. Donc, c'est sûr que quand on traite tous les hommes de porcs, comme on a entendu vous voyez, dans ces slogans « balance ton porc », etc., il ne faut pas s'étonner, évidemment, qu'il y ait une récession sexuelle catastrophique. Donc, moi, je pense que, justement, il faut pouvoir aujourd'hui retrouver la beauté de l'harmonie entre les hommes et les femmes, que certains hommes soient parfois plus féminins et certaines femmes plus masculines. C'est pas ça le problème, en fait. Mais la beauté du pulsionnel sexuel est vraiment à revaloriser, je pense. Hubert Calmette, avant de balayer, puisqu'il y a plusieurs faisceaux de causes qui nous amènent jusqu'à cet état critique de la vie sexuelle en France et en Europe. Est-ce que vous avez d'autres indicateurs quantitatifs, qualitatifs pour mesurer cette récession de votre point de vue? Oui, les indicateurs, ils sont liés évidemment aux aspect dévastateur de la société de consommation. C'est l'angle par lequel, pour ma part, je prends le problème. Les formations professionnelles obligent, même si je ne suis pas un marketeur défroqué, mon froc est propre, cher ami, car je n'ai travaillé que pour des marques identitaires ou des territoires enracinés. Excellent. Mais évidemment, je connais trop les dérives de mes collègues et les dérives de ce domaine, le marketing, la publicité, la société de consommation, pour voir combien cela a créé des dommages considérables. Et on peut quantifier les choses.
l'espérance de vie moyenne d'un couple est de 6 ans aujourd'hui, je crois. Il y a évidemment des fractures répétées, une difficulté à aller sur un attachement durable. Les femmes allemandes, parce qu'il y a eu une enquête il n'y a pas longtemps sur les femmes allemandes diplômées, déclarent à hauteur de 40%, hein, c'est pas rien, de ne pas vouloir d'enfants, car ça remet en question leur vie personnelle et leur carrière, etc., etc. Il y a une angoisse à des niveaux jamais atteints, hein, sur différents sujets, et notamment, ça a été soulevé par Catherine, le fait de draguer pour un garçon, hein, est devenu quelque chose de problématique, car on est suspect d'être un porc. Balance ton porc, excusez du peu, comme si nous n'étions pas programmés pour conquérir. Il ne s'agit pas de violenter, évidemment, hein, tout ça c'est du délit, et même d'insulter, tout cela ça n'est pas acceptable. Mais draguer, bon sang, c'est quand même dans la nature des choses. Donc l'homme d'une certaine manière est castré, et dans un contexte où la société de consommation l'invite au zapping permanent. Vers ce qui se passe, et qui est très symptomatique dans tous les domaines, c'est ce que Jean Baudrillard appelait la néophilie, hein, dans son ouvrage La société de consommation, c'est la volonté d'aller toujours vers la nouveauté, zapper en permanence. Ce zapping permanent, qui semble être une source de satisfaction, est en fait une source d'insatisfaction permanente. Et c'est bien le problème. C'est bien le problème. C'est-à-dire que la somme de petits plaisirs que l'on cherche à satisfaire n'équivaut en rien au grand plaisir d'un attachement durable, d'un amour fort, qui va évidemment nous inscrire dans la durée. Mais cela, la jeunesse ne veut pas l'entendre. Hein. Alors, il y a la satisfaction réelle ou factice et immédiate, qui est induite par la société de consommation. Il y a aussi la notion de désir, de toujours vouloir quelque chose de nouveau. Et c'est une notion qui existe aussi dans le couple ou dans la sexualité, le désir. Alors, est-ce qu'on est dans la société de consommation, là aussi, dans une version dégradée, contrainte du désir, ou est-ce qu'il y a aussi finalement une sorte de transvasement d'un désir sexuel qui n'existerait plus au profit d'un vrai désir pour d'autres choses, des objets de consommation? Le problème est que lorsqu'on peut tout avoir, on ne désire plus. Oui. Et le problème de la société de consommation, c'est ça. Hein. Vous êtes dans un supermarché, hein, vous allez de rayon en rayon, on vous fait cheminer de rayon en rayon, comme un site porno vous fait cheminer de catégorie en catégorie, et tout est accessible. Et la hyperdisponibilité tue le désir. Vous n'avez plus besoin de conquête, en fait, il suffit d'aller chercher, alors pour le coup, un plaisir virtuel, mais vous avez le sentiment de cette disponibilité, de cette hyperdisponibilité. Et c'est cela qui castre les désir, en réalité. Donc la société de consommation a eu évidemment un effet délétère, avec des moyens colossaux. Quand vous avez 950 milliards de dollars à dépenser en publicité pour coloniser chaque année l'imaginaire des citoyens, n'imaginons pas que la pollution mentale n'est pas dévastatrice. Elle l'est de fait. Et elle impose des modèles, elle impose des pulsions qui, au bout du compte, vont avoir un effet absolument dévastateur sur la vie, notamment affective et sexuelle des jeunes. Donc des déséquilibres dans les couples, on a vu ça avec Catherine Jongen, la société de consommation qui nous impose la satisfaction immédiate, les désirs. Floriane Janin, dans le spectre de causes qu'on peut imaginer amener à cette récession sexuelle, vous en voyez d'autres? C'est amusant ce dont Hubert parlait. C'était vraiment cette question du zapping. Et pour moi, le zapping, me semble-t-il, c'est vraiment le concept aujourd'hui des réseaux sociaux. C'est là où aujourd'hui, je pense que je vais peut-être changer de micro. Non, c'est voilà, bon, voilà. Super. Le son est à nouveau correct. Je disais oui, donc ce qui est intéressant et ce dont Hubert parlait, c'est bien sûr cette notion de zapping. Le zapping, c'est vraiment le fondement des réseaux sociaux aujourd'hui. On nous invite vraiment à passer d'un contenu à un autre. Donc on entretient effectivement cette forme d'insatisfaction permanente et ce besoin de scroller. Les sites de rencontres mais est-ce que ça empêche vraiment la sexualité ?
Écoutez, à partir du moment où l'on considère que le portable s'invite dans de nombreux ménages, dans les chambres et au cœur même du foyer et de l'intimité sexuelle des gens, ça évite évidemment de faire l'amour. D'ailleurs, je pense que ça nous est tous arrivé. Si jamais on dit « Oui, je vais me coucher tôt ce soir », et puis on se retrouve dans le lit à scroller sur des trucs débiles, au lieu de se reposer. Donc vous imaginez, si on ne se repose pas, on est fatigué. Si on est fatigué, on a mal à la tête, on ne fait pas l'amour. Donc évidemment que ça a un impact. D'ailleurs, le concept même des applications de rencontres est fondé là-dessus, sur ce scrolling. On passe à droite ou à gauche. Alors je sais pas, moi j'ai jamais téléchargé ça, mais il faut valider à droite, je crois, pour dire qu'on aime le profil, et passer à gauche pour dire qu'on le zappe. C'est bien exactement le mode de fonctionnement qui est recherché. Et je crois que ce qu'on peut évoquer pour aller un peu plus loin, c'est bien sûr c'est la question du porno aussi, qui, à partir du moment où le portable s'invite dans la chambre, ou le scrolling s'invite dans la chambre, si le porno s'invite dans la chambre, c'est dévastateur. Et je crois que on commence tout juste à parler de cet effet dévastateur du porno sur les couples, sur l'imaginaire sexuel des couples. Vous pensez pas que ça stimule certains couples ? Je pense que ça colonise l'imaginaire. Je pense que le porno, par ailleurs, est une sexualité qui est fondamentalement masculine. C'est pas une sexualité qui est recherchée particulièrement par les femmes, ou du moins les femmes pensent que c'est la sexualité à laquelle elles doivent accéder et qu'elles doivent accepter aussi, mais je ne pense pas que ce soit la sexualité qui les satisfasse. Je crois qu'il y a un critère qui est intéressant aussi, c'est la satisfaction sexuelle des femmes. Aujourd'hui, elle est très basse, vraiment scandaleusement basse même, et il y a beaucoup de femmes qui disent même ne pas avoir d'orgasme. Enfin, vous imaginez un peu la tristesse de la société à laquelle on arrive. Je ne suis pas concerné. Oui, je parlais d'orgasme féminin, donc oui. Tout va bien jusqu'à présent. Je vais donner la parole je ne l'ai pas présenté, à Gabrielle Fourquet, qui est avec nous, notre chroniqueuse, et vous souhaitiez prendre la parole, Gabrielle. Oui, je voulais juste réagir, Romain, quand tu dis vous ne croyez pas que le porno puisse stimuler des couples. Moi, je pense qu'il y a un autre élément qui est la différence d'âge. Vous êtes un homme d'une quarantaine d'années, certes séduisant, mais donc vous avez connu un monde où le porno n'était pas avait pas conditionné votre vision de la sexualité. Moi, j'appartiens à une génération où les filles, à partir de 12 ans, sont exposées à des pseudo-désirs masculins qui font qu'en fait, elles sont déjà d'emblée pas discriminées, mais dégoûtées par la sexualité, parce que ce qu'on leur vend, c'est que ce qu'on leur dit, c'est que la première fois, ça fera mal, et qu'on va leur faire subir des choses qui sont dégradantes, parce que tu comprends, c'est ce que veulent les garçons entre 14 donc, et 17 ans. Donc très très jeune, on est confronté à... Donc, ça ne peut pas stimuler la sexualité d'une femme, et ça ne peut pas stimuler celle d'un garçon, puisqu'il va forcément être déçu. Donc, le couple, pour moi, ne peut pas se nourrir uniquement ne peut pas vraiment être pleinement sexuellement épanoui s'il s'appuie sur un fantasme pornographique, parce que le pornographique est un scénario qui se nourrit de pseudo-messages qu'on envoie à la jeunesse, mais aussi aux gens plus âgés. Enfin, il faut quand même imaginer les contenus des sites pornographiques. Et les recherches. Ne rentrons pas dans le détail. On imagine. Je crois que dans le top 10 des recherches, je crois qu'il y a le mot viol. Enfin, rendez-vous compte un peu. Donc c'est violent, vraiment violent. Avant de faire notre première pause musicale proposée par Pierre Leprince, je voudrais qu'on se rappelle que vous avez évoqué les rencontres. Qu'on scrollait. Je crois qu'il y a eu une bascule en 3 ou 4 ans des moyens de se rencontrer. On ne rencontre plus sa compagne, donc éventuellement potentiellement sexuelle, ni au travail, ni dans le métro, ni chez les amis, mais fondamentalement par les applications. Donc on a eu un basculement total, et ça va avoir forcément une incidence. On se retrouve après une première pause proposée par Pierre Leprince, que je salue. Bonsoir. À vous la parole. Chers auditeurs, pour coller au thème de cette émission, je vous ai sélectionné évidemment des chansons sur l'amour, ou du moins sur l'impossibilité de ce dernier. Et pour ce premier interlude, je vous propose un morceau composé par le regretté Jean-Louis Murat, qui, de son vivant, se tenait loin du strass et des paillettes du showbiz parisien, et n'avait pas sa langue dans sa poche quand il s'agissait d'égratigner ses collègues artistes. Il préférait se concentrer sur la création de belles mélodies au cœur de son Auvergne natale, où il est mort en 2023. Il est accompagné ici par la sensuelle chanteuse américaine Jennifer Charles, du groupe Elysian Fields, qui interprète en français s'il vous plaît, le titre Monsieur craindrait les demoiselles, tiré de l'album A Bird on a Poire.
monsieur craindrait l'amour. Ainsi monsieur craindrait les demoiselles. Monsieur craint les éclaboussures. À peur de traits claboussés d'amour. Ainsi monsieur craindrait les jours. Monsieur refuse toute idée de contour. Monsieur craindrait la salissure. À peur d'être oh my colère d'amour. Mon pauvre ami, vous pesez trop. Saurez-vous jamais? Saurez-vous jamais? Mon pauvre ami, vous bondez trop. Saurez-vous jamais? C'est quel amour? Ainsi monsieur craindrait les rires. Ainsi monsieur prendrait à la savette. Ah monsieur craint les sanglots. À peur de traits claboussés d'amour. Mon pauvre ami abandonné. Ainsi monsieur craindrait les demoiselles. À perdre oh ma colère d'amour. Mon pauvre ami, vous pesez trop. Saurez-vous jamais? Saurez-vous jamais? Mon pauvre ami, vous pondez trop. Saurez-vous jamais? C'est quel amour? C'est quel Un homme, Un message d'un auditeur, auditrice. d'un auditeur. Les racines du mal actuel en Occident, la guerre des féministes contre la masculinité remonte, il me semble, à la faction subversive des surréalistes, probablement infiltrés par le nihilisme trotskiste. Les petits livres plus ou moins poétiques d'André Breton comme Nadia, ou surtout Arcane 17, qui est un livre ésotérique portant sur l'avenir de la civilisation occidentale, ont mis en avant que le pouvoir devait revenir à la femme, à l'étoile avec un E majuscule, symbole de libération et satanique. Alors, satanique, ça appartient évidemment aux commentaires de l'auditeur. Hubert Calmette, pour poursuivre nos discussions. Je voulais juste commenter les propos de Gabriel. C'est bien Gabriel, n'est-ce pas? Tout à fait. l'heure, qui s'exprimait sur la surconsommation de porno chez les jeunes. J'ai eu, il y a peu de temps, un commentaire d'une collègue de Catherine, en fait, une pédopsychiatre, qui a eu en consultation, alors je ne sais pas si l'ado en question était accompagné de ses parents, un ado en dépression, qui venait de vivre une expérience douloureuse, amoureux d'une jeune fille, mais qui avait proposé un surconsommateur de porno. On était à 6 à 8 pornos par jour, évidemment, accompagné de pratiques masturbatoires, comme on peut l'imaginer. Et il a proposé à cette jeune fille, de façon insistante,
je cite, un gangbang interracial bisexuel sans protection. La jeune fille, évidemment, est partie en courant. À mon avis, elle court encore, d'ailleurs. Voilà, on était en situation de détresse aiguë parce qu'il avait voulu reproduire, comme beaucoup de ces jeunes. Je rappelle que seuls 20% des moins de 15 ans sont épargnés par le porno. Il avait voulu reproduire quelque chose qu'il avait vu et qui est quasiment pas reproductible. Enfin, je veux dire, faut appeler les choses par leur nom. Voilà un exemple. Je trouve caricatural, mais très parlant. Caricatural et peut-être. Catherine va pouvoir peut-être. Est-ce que c'est pas non plus un peu facile de mettre nos problèmes de sexualité à l'échelle de 450 millions d'Européens sur le porno? Ça représente plus d'un tiers du trafic mondial sur Internet, le porno, Romain. Catherine Jogel, vous êtes confrontée à ça? Oui, donc on vient justement de faire en Belgique 5 soirées sur la thématique du phénomène dramatique du porno chez les mineurs. Et donc, quand on dit mineurs, ça veut dire que maintenant, on sait qu'il y a des enfants de 4, 5, 6 ans qui regardent des images pornographiques. Et donc, c'est très, très, très compliqué si le politique ne réagit pas, parce que les parents n'ont pas assez de force, en fait, contre les écrans, contre cette addictature. J'aime beaucoup le mot de Hubert. Donc, je pense vraiment que le phénomène pornographique est vraiment une des grandes problématiques dans la récession sexuelle. Ce n'est pas la seule, mais ça démolit complètement l'imaginaire des enfants, donc ça c'est dramatique. 2, dans les couples, il est nettement moins fatigant et on a besoin de beaucoup moins d'audace d'allumer son petit porno peinard pendant que madame est au lit, parce que sinon il faut quand même faire la cour à madame, lui parler, lui dire qu'elle est vraiment magnifique, simplement qu'on a beaucoup de gratitude parce que elle s'occupe bien des enfants, que par ailleurs son travail est très intéressant. Je veux dire, la femme, c'est très très compliqué. Les vrais préliminaires chez les femmes, c'est ça en fait. Ça veut dire on a besoin d'une ouverture du cœur, d'une reconnaissance de l'autre, d'une reconnaissance qu'il y a un lien. Donc vous comprenez bien que à partir du moment, et c'est fatigant de faire ça, je veux dire, il faut être attentif, il faut se dire tiens, mais il faut regarder sa femme, il faut s'émerveiller devant sa femme, et donc c'est tout un travail. C'est un sport quotidien, je vous le confirme. Voilà, c'est un sport quotidien, et franchement, c'est une des choses que je travaille beaucoup dans mon cabinet, c'est-à-dire que je dis mais monsieur, qu'est-ce que vous désirez? Mais je désire faire l'amour à ma femme. Pourquoi? Parce que j'aime ma femme et que j'ai envie de lui faire l'amour. Ok, madame, pourquoi vous ne voulez pas faire l'amour avec monsieur? Parce que je me sens pas aimée de lui. Alors j'explique comment monsieur. Bon voilà. Mais donc c'est sûr que le porno là n'aide pas, puisque d'une certaine manière madame va se dire j'ai la paix, et il vient beaucoup moins souvent que d'habitude. Ou alors maintenant il y a des scénarios que personnellement en tant que sexothérapeute je trouve assez pénibles, quoi, pour avoir de l'excitation sexuelle, puisque il faut bien comprendre, on disait tout à l'heure que le porno représente la sexualité masculine. Moi je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que le porno représente une sexualité qui excite les hommes et qui dégoûte les femmes, et donc en fait c'est sûr que beaucoup d'hommes vont avoir beaucoup moins de travail à aller, excusez-moi l'expression, se branler devant un petit porno. Et le problème, c'est qu'ils vont devoir augmenter tout le temps le taux d'excitation du porno. Donc ça, c'est pour ça qu'on arrive tout de suite dans des addictions au porno. C'est ça. Donc, on doit travailler en thérapie, ce qui est quand même très, très, très compliqué. Et donc on a des hommes qui sont souvent addicts à la pornographie et beaucoup de femmes qui sont, comme on le disait tout à l'heure, extrêmement dégoûtées par la sexualité. Donc, dans mon cabinet, je passe mon temps alors ça, je prends souvent les dames seules, les dames de tous les âges, je sais pas, moi, à partir de 20 ans. L'autre jour, j'ai souvent une femme de 21 ans qui souffre de désir sexuel hypoactif, donc ça veut dire qu'elle a absolument aucun désir sexuel pour son copain. Vous m'étonnez, elle a commencé à regarder du porno donc en 5e primaire, c'est-à-dire plus ou moins chez vous 10-11 ans.
Et puis elle a eu des jeux sur Snapchat avec des adultes. Je vous passe les détails pour pas choquer trop les auditeurs. Mais donc évidemment, cette jeune femme n'a plus d'élan vital vers le jeune homme qu'elle aime. Et donc c'est vrai que je dois vraiment faire tout un travail, comment est-ce que je dis, de rééducation sur la beauté du corps sexué, la beauté de la jouissance partagée, la beauté simplement de faire... La beauté simple et naturelle, finalement. Et c'est vrai qu'en discutant avec Floriane Janin, en préparant cette émission, on parlait un peu de la société de consommation, mais aussi la tertiarisation de nos sociétés, où la femme est un salarié comme un autre et l'homme est un salarié comme un autre, coupé de nos cycles naturels, coupé de nos envies naturelles, parce que le cycle du travail dans la société tertiarisée et de consommation nous bride finalement dans notre corps naturel, Floriane. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on fonctionne en ignorant totalement la fenêtre fertile des femmes. On se dit que les femmes travaillent aujourd'hui. D'ailleurs, pour l'équilibre d'un couple, en principe, financièrement, ça devient une nécessité. Donc, c'est une réalité. Bon, de toute façon, les femmes ont quand même toujours travaillé. Le phénomène juste de la femme qui est purement au foyer, c'est quelque chose de très bourgeois, faut le rappeler à chaque fois. Mais voilà, la femme travaille aujourd'hui. Elle est un salarié comme un autre. Et on ne considère plus ce temps de la maternité. Et ce temps de la maternité, c'est le temps de la fertilité, mais aussi le temps où l'on a les enfants, le temps où les enfants sont tout petits, le temps où les enfants prennent du temps, le temps où il faut s'occuper des enfants. Ce temps-là, il prend donc beaucoup de place dans la vie de la femme. Il y a aussi donc le temps salarié. Donc la femme se retrouve assez débordée finalement. Donc c'est difficile ensuite de maintenir un temps pour son couple et encore plus difficile encore peut-être de maintenir un temps sexuel. Et pourtant, tout cela, c'est nécessaire pour équilibrer. Donc, on a peut-être des difficultés à équilibrer toutes ces casquettes aussi. Je rappelle ensuite, dans un second temps quand même, que le congé maternité qui permet de s'attacher à nos enfants est très court aujourd'hui. Pour un premier enfant, on retourne travailler après 8 semaines en France, après 8 semaines de congé maternité. Donc l'enfant a 2 mois et demi. 2 mois et demi, on le confie à quelqu'un d'autre. Le congé parental est extrêmement court. D'ailleurs, il est en pleine évolution actuellement en France. On voudrait faire quelque chose que moi, personnellement, je trouve absurde. On voudrait qu'il soit partagé de façon égale entre l'homme et la femme dans le couple. Et là, on vient d'aborder un point très particulier du problème, c'est-à-dire qu'on voudrait que l'homme soit aujourd'hui une deuxième femme dans le couple. Parce que la mère étant absente et prise par sa carrière, par son travail, elle a besoin de soutien. L'État ne lui apporte pas un soutien, il dit c'est à l'homme de faire. Mais donc, ça veut dire qu'on est en train de transformer les hommes aujourd'hui en des femmes. Sauf que un homme, pour le désirer, il faut qu'il soit viril. Il faut que ce soit une virilité saine, naturellement. Mais il faut qu'il soit viril. Et s'il n'est pas viril, si on le féminise, eh bien, on a un vrai problème. Alors, attention, messieurs, les mascus, je ne suis pas en train de dire que faire la vaisselle, c'est une tâche de bonne femme. Moi, je trouve ça hyper sexy, un mec qui entretient sa maison, qui sait repasser sa chemise et qui sait s'occuper des enfants, changer une couche, etc. Je veux dire, il faut pas juste... C'est tout à fait le cas des hommes de ce plateau. Exactement. Voilà, je tiens à le dire. Non, mais en fait, c'est la différence entre un homme et un garçon. Voilà, un homme, il sait s'occuper de sa maison, il sait s'occuper de ses enfants, il sait s'occuper de sa femme. Voilà, un garçon... il regarde du porno. Un garçon, il sait pas repasser. Un garçon, il fait pas son lit. Voilà, c'est ça la différence aujourd'hui. Donc, soyez des hommes, en fait. C'est le message qu'il faut envoyer aujourd'hui aux hommes, c'est ne soyez pas des femmes comme nous, soyez des hommes, pas des garçons. Gabrielle Fouquet. En fait, j'ai une question que je voulais vous poser depuis le début, à la fois à Floriane, à Madame Jean-Gade, mais également à Monsieur Calmette. Depuis tout à l'heure, je vous écoute. Et il y a un élément qui est ressorti, ceci dit, c'est la division entre la sexualité et l'émotion. Floriane a dit très justement que chez la femme, le préliminaire, le désir commence par l'oreille. Vous, Mme Jean-Gade, vous avez précisé que vous rencontriez en fait des couples qui sont d'abord des colocataires. Et Monsieur Calmette parlait de la viabilité, la date d'expiration rapide de l'intimité, puisque l'intimité, c'est pas que les draps, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Et donc, je me demandais si
le nœud du problème, il n'est pas dans le fait qu'on a oublié ce qui suscite le désir à l'origine, qui est la tendresse. Je suis peut-être un peu romantique, mais à quel moment est-ce qu'on a arrêté de vouloir séduire tendrement les mots doux? À quel moment on a arrêté de croire que l'amour et la sexualité sont quelque part liés quand même? Est-ce que ça peut être un élément ou pas? Qui souhaite répondre, Catherine Jongen? Mais donc, merci beaucoup pour cette bonne question. Dans la sexualité, on dit toujours qu'il y a deux courants. Le courant génital, ça c'est vraiment, voilà, les organes génitaux, entre guillemets, le porno qui est que là-dedans, et le courant tendre. Et de fait, cette tendresse, cette gentillesse l'un avec l'autre. Moi, souvent, je vois les couples, je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est fondamental pour que les couples durent et puissent avoir du désir, et donc du désir aussi de tendresse, mais sexuel aussi. Il faut de la gratitude, donc reconnaître l'autre, se dire, mais quand est-ce que... C'était quoi les différents gestes cette semaine ou aujourd'hui où je me suis sentie aimée de l'autre? Et en fait, quand on pose cette question dans le cabinet, c'est magnifique. Ils disent, en fait, tu m'as donné la main quand on était là chez des amis, ou alors tu es venu près de moi et tu m'as donné un baiser doux dans le cou, ou alors ça va être monsieur qui a porté la valise alors qu'elle était un peu, les roulettes étaient cassées. Enfin, je sais pas, je pense à des choses qu'on m'a dites la semaine dernière. Donc vraiment cette espèce de tendresse qui fait que les cœurs sont connectés, et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis 1968, on a dit interdit d'interdire, jouir à tout prix, tous des slogans comme ça, où on a parlé de la sexualité vraiment presque exclusivement récréative, où on a vraiment délié du cœur et du cerveau. Et donc, c'est sûr que ça ne fonctionne pas, en fait. Pour le sexe, ça ne fonctionne pas. Le sexe, il faut cette harmonie entre ces trois cerveaux sexuels dont Catherine Solano parle tellement bien. Le cerveau sexuel pulsionnel, ça c'est vraiment uniquement le porno. Le cerveau sexuel limbique et le cerveau sexuel cognitif, c'est-à-dire l'engagement. Et tout à l'heure, Floriane parlait du fait qu'on n'avait plus le temps non plus d'avoir des relations sexuelles. Un des petits outils qu'on donne aux couples, c'est vraiment de prendre des petits rendez-vous, des rendez-vous amoureux et sexuels, pour vraiment se dire, on est tous les deux là en train de se dire que ça, c'est vraiment la cerise sur notre gâteau, sur notre merveilleux de notre couple, et que sans cette cerise, c'est quand même beaucoup moins beau. Donc vraiment prendre du temps et planifier des petits rendez-vous. Et je termine. Je dis, c'est très important de comprendre que la sexualité dans les couples durables, ce n'est pas entre guillemets naturel comme beaucoup le pensent. C'est quelque chose c'est de l'érotisme. Ça veut dire que on peut construire et on peut vraiment se planifier. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand ils entendent ça la première fois, ils disent, mais enfin, c'est vraiment pas de l'amour. Mais c'est parce qu'on repart de l'idée de la sexualité exclusivement récréative, et on n'est pas sur la sexualité qui peut durer 70 ans, par exemple. Hein, si on se connaît à 20 ans et qu'on meurt à 90, voilà. On va écouter la chronique de Raphaël Emma qui a travaillé le sujet. Il nous livre sa réflexion. On l'écoute tout de suite. Tinder, ubérisation des rapports amoureux, sexuels, solitude, crise de l'engagement, incel, féminisme, amour consommable. Si mon grand-père, dragueur qu'il était dans sa vingtaine, se retrouvait dans le monde romantique d'aujourd'hui, il ne saurait pas où regarder. Tout est politique et ça peut prêter à sourire, mais l'intime aussi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet aussi intime qu'essentiel, aussi privé que politique, la sexualité, et plus précisément de son déclin dans nos sociétés modernes. Un déclin silencieux, insidieux que peu osent nommer et qui pourtant révèle bien plus qu'un simple changement de mœurs. Il trahit une crise de civilisation, une crise de la socialisation, du rapport à soi, à l'autre, à la communauté. Et à travers lui, c'est l'avenir même de notre société, de notre natalité, de notre continuité culturelle et spirituelle qui se joue. Sexualité, symptôme d'un malaise civilisationnel. Commençons par les faits. Aux États-Unis, une étude de General Social Survey publiée en 2021 révélait que près de 1 homme sur 3 âgés de 18 à 24 ans n'avait pas eu de relations sexuelles dans l'année écoulée. Un chiffre en constante augmentation depuis les années 2000. Chez les femmes du même âge, cette proportion frôle les 20%. Et ces tendances ne sont pas propres au monde anglo-saxon, loin de là. En France, une étude de l'IFOP menée en 2023 montre une baisse marquée de la fréquence des rapports sexuels chez les jeunes adultes. Le nombre moyen de rapports sexuels par mois chez les 18-24 ans est passé de 5,1 en 2010 à 3,4 en 2023.
Autre fait marquant, 32% des 18-30 ans déclarent ne pas être en couple et près de 45% disent souffrir de solitude affective ou sexuelle. Comme souvent, ce phénomène est multifactoriel. On ne saurait réduire la crise de la sexualité à une cause unique, monothématique. Il est le fruit d'un effondrement de la socialisation traditionnelle, d'un bouleversement anthropologique provoqué par la modernité liquide, encore elle qui, à son image, est venue aussi détruire l'un des terrains centraux de la socialisation, à savoir la vie romantique, amoureuse et intime. Je le disais dans ma toute première chronique ici, l'unité de base dans une société, ce n'est pas l'individu mais le couple, pour des raisons aussi basses qu'elles sont biologiques. Sans couple, pas de reproduction, pas de perpétuation, pas de transfert, pas d'héritage. L'individu seul n'existe pas car il est éphémère. Le couple est l'unité de base dans une nation, alors celui qui cherche à faire la guerre à l'amour, et ici à l'intime, cherche à faire la guerre à la civilisation. La numérisation des rapports humains, les applications de rencontres censées faciliter l'accès à l'autre finissent par produire l'effet inverse. Elles transforment le lien amoureux en marché concurrentiel, violent, aliénant, où l'humain est réduit à une image. Cela favorise les plus séduisants au détriment de la majorité, provoquant un déséquilibre radical dans l'accès à la sexualité, surtout pour les hommes. La montée de la solitude urbaine et numérique dans des sociétés atomisées, déspiritualisées, le tissu communautaire s'effiloche. Le rapport à l'autre devient anxiogène. La peur du rejet, de la comparaison, de l'échec inhibe toute spontanéité. L'homme devient spectateur de sa propre vie, paralysé. Dans une société où la masculinité est régulièrement associée à la violence, à la domination ou à l'agression, le rapport homme-femme devient conflictuel, méfiant. L'initiative est suspecte, la séduction criminalisée ou caricaturée. L'homme devient soit prédateur, soit invisible. Résultat, une génération qui ne sait plus flirter, ni aimer, ni même oser regarder l'autre dans les yeux. Plus loin, dans une époque où la procréation est dissociée de la sexualité et la famille vue comme un fardeau, les pulsions se transforment en consommation puis en indifférence. Le désir meurt d'être vidé de sens. Il devient anémique, purement narcissique, incapable de se projeter. Ce déclin sexuel n'est pas seulement biologique ou psychologique, il est spirituel et civilisationnel. La sexualité est, dans toute culture enracinée, un rite de passage, un lien sacré entre les individus et les générations, une matrice de la continuité du peuple. Elle n'a jamais été taboue en Europe. Or, aujourd'hui, le sexe est devenu un bien de consommation, déréglé, sans fonction structurante. Il n'est plus lié à l'amour, à la fidélité, à la transmission. Il est hyper présent dans les médias, mais absent des cœurs et des corps réels. Cette contradiction crée une angoisse existentielle profonde. Une société qui érige l'hypersexualité en totem public, mais où les gens ne font plus l'amour, est une société au bord de la dépression collective. Tenter, mais sans réussir à le faire. Alors que faire ? Certainement pas se résigner. Ce constat amer peut être le début d'une reconquête. Il nous faut réapprendre à transmettre le sens du lien, de la communauté, du couple, du foyer. Il faut réhabiliter la masculinité et la féminité dans ce qu'elles ont de complémentaire et d'élevé. Il faut redonner un sens au désir à travers l'amour vrai, la fidélité, la construction d'un avenir en commun. Il nous faut aussi repenser l'éducation sentimentale, redonner à nos jeunes les codes de la séduction saine, du respect, du courage d'aimer. Il faut relocaliser la sexualité dans une culture identitaire, enracinée, structurante, tournée vers la vie. Le déclin de la sexualité n'est pas une anecdote sociologique. Il est le symptôme d'un effondrement anthropologique, d'une crise du lien, d'un déracinement profond. Mais il peut être aussi l'occasion d'une reconstruction si nous avons le courage de regarder en face ce vide et d'y répondre par le sens, le beau, le sacré. Redonner un avenir au désir, c'est redonner un avenir à notre peuple. Alors embrassons-le. Tenons-nous loin de ceux qui voudraient nous le censurer. Célébrons les flirts d'été, les dragues de soirée, les engagements, les couples qui se forment, les jeunes hommes dragueurs et les femmes qui veulent plaire. Pour redonner un avenir au désir, il faut redonner de la confiance à toute une génération. Le printemps rira de nouveau. C'était la chronique de Raphaël Emma, auditeur de la promotion Mistral. Hubert Calmette, est-ce que ça vous inspire, cette chronique ? Ah bah oui, elle est très inspirante et j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que finalement le fond du problème, il ne s'agit pas de faire ici du puritanisme à deux balles. Tout à l'heure, on a tiré la boulet rouge sur le porno. Bon, très bien, le porno, il est problématique quand il y a addiction, quand on n'est plus maître du jeu, et c'est souvent le cas. Mais le fond du problème, c'est que il y a une peur, et c'est soulevé d'ailleurs par l'orateur précédent, là, il y a une peur de l'attachement, une peur panique de l'attachement sur le long terme. La jeunesse est pétrifiée à l'idée de s'engager au long cours. L'attachement se tisse, c'est une histoire au long cours. Et ce qu'il faut arriver à faire comprendre à nos jeunes couples, c'est que il y a des liens qui délient les chaînes. L'addiction, c'est un enchaînement. On est enchaîné, on n'est plus maître du jeu. C'est la perte du libre arbitre. Et lorsqu'on refuse une relation un peu plus complexe, durable, complice, véritable, on s'expose à aller d'expérience en expérience, et de l'expérience à la pratique, il n'y a qu'un pas.
et de la pratique à la déviance, il n'y a qu'un autre pas. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, cette soif de liberté est en fait vouée à l'échec si on ne comprend pas que le plaisir absolu, c'est celui, comme disait Catherine tout à l'heure, où on arrive à conjuguer l'amour avec un grand A ou avec un A moyen. Ne soyons pas dans le syndrome du prince charmant, là, pour le coup, hein, et une vie sexuelle. Pourquoi pas débridée ? Pourquoi pas débridée, mais réelle. Mais réelle. Hein. Revenir à l'amour véritable. Donc il y a des liens qui délient des chaînes. Et ces liens, il ne faut pas en avoir peur, même s'ils s'inscrivent sur la durée. Un projet de vie, c'est pas un coup pour un soir, salut. Et c'est un projet de vie qui est véritablement un projet jouissif. Je donne la parole à Floriane Janin. Je rebondis sur vos propos, Hubert. C'est vrai qu'on a bien dézingué le porno, mais je pense qu'au contraire, en revanche, il faut réhabiliter absolument l'érotisme. Absolument, ça c'est vital. Et je pense qu'on a également un problème de standard, en fait, aujourd'hui. On se dit que pour s'engager, il faut faire un super mariage qui va coûter de l'argent. On se dit que pour avoir des enfants, il faut avoir une chambre par gosse. Ça, c'est aussi un standard très moderne. On se dit que on fera des enfants quand on sera prêt, quand on aura la situation. On se dit que on en fera un autre quand on aura changé de voiture. Et en fait, je pense que il faut penser à l'inverse. Je pense que quand on a envie de s'engager, c'est l'énergie de s'engager qui va permettre de faire un beau mariage. De toute façon, un beau mariage, c'est pas de l'argent qu'on va mettre dedans qui fait qu'il est beau. C'est l'engagement que l'on prend vis-à-vis de l'autre. Je pense que quand on a des enfants, les enfants, ça oblige. Donc, on va trouver des solutions pour se loger correctement, et la petite famille qu'on est en train de créer. Je pense que également, ça va nous permettre de progresser dans le milieu professionnel et de progresser en tant que couple et d'agir ensemble, en équipe, pour pouvoir justement élever ses enfants et s'élever soi-même et les élever, eux, vers une liberté qu'on leur offre en modèle. Je pense que, voilà, effectivement, aujourd'hui, je pense que vraiment, on réfléchit à l'inverse de ce qu'il faudrait, et peut-être c'est parce que on a effectivement trop de choix, qu'on se dit que ces attaches finalement sont négatives et vont nous couper de notre liberté. Quelques mots des auditeurs de Radio Courtoisie qui nous écoutent. Bonjour à tous. Soit on considère la diffusion du porno comme un retour à l'Antiquité, il suffit de voir les fresques de Pompéi pour s'en convaincre. Soit on considère que tout le système de publicité diffusé dans nos sociétés, le porno est générateur de frustration et de dérèglement. De toute façon, quand on visionne un porno, si on est empathique, on éprouve un malaise en voyant des adultes, dans le meilleur des cas, se livrer à des pratiques trop souvent dégradantes. On va voir ce qu'on a honte de voir, un peu comme on courait aux exécutions jadis. Un auditeur... Excusez-moi, mais par rapport à Pompéi, parce que j'en parle souvent, ok, il y avait quelques représentations pornographiques, mais ça n'a absolument rien à voir avec l'invasion et l'industrie criminelle du porno qui démolit de nombreuses personnes qui travaillent dans cette industrie. Donc voilà. Donc je pense que oui, la précision était à apporter. Oui. Même les publicités de Saint-Valentin, enfin je veux dire, voir étaler absolument partout des femmes en porte-jartel et en string, c'est quand même une société qui pose question. Ça pose vraiment question. Un autre message à un auditeur. Dans les années 70, j'ai découvert adolescent la pornographie à travers des revues éditées au Danemark que certains camarades faisaient circuler discrètement. Il est vrai qu'à cette époque, Internet n'existait pas et la découverte de la sexualité se faisait par le biais de revues. Enfin, un autre auditeur... De nouveau, excusez-moi, mais on ne peut pas comparer le phénomène pornographique contemporain à ce type de magazine qui était le début. Mais c'est absolument pas la nocivité pour les jeunes et pour tous les mineurs et pour les couples n'est absolument pas identique. Oui, Hubert Calmette disait on a perdu le contrôle. Quelqu'un qui allait, entre guillemets, chercher cette revue au fin fond du grenier, trouvée au Danemark ou chez un grand-père, il le prenait, il le reposait, il avait le contrôle. Ce que vous dites toutes les deux, c'est que là, on a perdu totalement le contrôle. On est dans la dictature de l'émotion, du plaisir immédiat et dans cette espèce de course en avant. Il y a presque un côté compétition. Et dans une industrie criminelle, hein, il faut quand même le dire. Oui, absolument. Bien sûr, mais Romain, de toute façon, on ne parle pas du tout de la même chose. Les fresques de Pompéi, c'est de l'érotisme, c'est de l'art. Hein, c'est de l'art, il y a de l'art érotique, voilà. Hein, et il y a une érotique solaire. Hein, ça, c'est clair. Et les pornos dont on parle
des années 70, qu'on a tous consommé plus ou moins, c'est totalement anecdotique par rapport au porno immersif trash auquel on a droit aujourd'hui. C'est une toute autre histoire. C'est une toute autre histoire, puisque là, il y a une difficulté de plus en plus grande à discerner le vrai du faux. Il y a une schizophrénie ambiante qui s'installe. C'est-à-dire que nous avons des jeunes qui ne savent plus où est le vrai et le faux. C'est ça le problème, où est le vrai et le virtuel. Et donc, ça n'a rien à voir. Et l'arrivée du métavers et de toutes ces technologies laisse présager de temps encore plus compliqués si on ne fait pas de la prévention. Donc, il faut peut-être en venir aussi, au-delà des constats qui sont terribles, à ce qu'il faut faire auprès des jeunes. Ce qu'il faut faire auprès des jeunes couples pour les prévenir de cela, leur faire comprendre que tomber dans l'addiction, c'est un vrai problème qui va casser leur couple. À terme, c'est une évidence. 60% des jeunes couples vont se séparer. Voilà, c'est pas uniquement à cause du porno. Donc, des couples, pas des gens mariés, des couples. Des jeunes couples aujourd'hui, les jeunes couples aujourd'hui, à 60%, vont se séparer. Voilà, donc si on n'a pas un minimum d'explication auprès des plus jeunes, qui vont être confrontés au porno très jeunes, Catherine l'a rappelé tout à l'heure, très jeunes et de plus en plus jeunes, si on n'a pas un minimum d'explication de texte pour éviter que ces jeunes ne soient bombardés, fracassés par des images qui vont s'implanter en eux, une image qui est implantée en vous, elle y reste à vie. Et vous n'avez pas la touche delete ou favori dans votre ordinateur personnel. Elle va venir en superposition sur tout votre imaginaire. Donc, ça va façonner des personnalités, ça va façonner des comportements, ça va façonner des vies. Il faut juste avoir conscience de cela. Et dès le plus jeune âge, il faut avoir un discours là-dessus, préventif. On donne des consignes aux plus jeunes sur les substances nocives, que je sache. Je crois que le discours de l'État, justement, face à ce péril, n'est pas à la hauteur. Je crois que toute l'éducation sexuelle qui est plutôt mal faite. Oui, évident. Tout à fait. Donc, Pardon, Catherine, allez-y. Non, mais c'est vrai que votre éducation chez vous ou la nôtre avec le guide Evras, autant je pense que il est nécessaire de faire une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuée, je vais dire, parce que les petits n'ont pas encore à être sexualisés. Autant beaucoup de pédopsychiatres et de spécialistes de la santé mentale s'insurgent par rapport au caractère très idéologique qui vient quand même du planning familial international qui s'est lié avec l'Organisation mondiale de la santé pour produire les standards européens de l'éducation à la sexuelle, que ça soit aussi bien en Suisse, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, etc. Et en fait, on constate quand on lit, et chez vous, Sophie Eudigé avec Maurice Berger et d'autres ont fait un travail colossal. Chez nous, on a été aussi beaucoup à travailler sur cette question. On constate non seulement que ce type de guide ne respecte pas les lois de nos pays. En tout cas, en Belgique, c'est comme ça. Ça ne respecte pas la légalité, mais en plus, ça respecte absolument pas le développement psycho-affectif des enfants. Et donc, c'est vraiment considéré comme faisant des effractions psychiques. Il faut quand même comprendre que le visionnage de porno chez des mineurs, c'est du même type que des abus sexuels réels, en fait. Il faut comprendre que quand on arrive chez des thérapeutes, on va devoir vraiment désensibiliser ces traumas. Et une chose qu'on connaît très, très peu et que moi, j'observe beaucoup en cabinet, ce sont vraiment les abus aussi auditifs. C'est-à-dire que non seulement on peut être abusé parce qu'on est touché, ou violé, le plus grave, on peut être abusé parce qu'on a vu des images effractantes, que ça soit nos parents ou un amant, etc. Enfin, le visionnage, mais aussi l'auditif. Nombre de patientes dans mon cabinet, plus les femmes, faut-il le dire, viennent avec des abus sexuels sévères parce qu'elles ont entendu, soit à 10 ans, 11 ans, 15 ans, etc. Et donc, c'est sûr que
moi, je pense qu'il faut véritablement faire de la prévention et surtout de l'éducation à la beauté du corps sexué, à sa finalité, aux liens nécessaires entre le cœur, le corps et le cerveau, etc., mais de manière ajustée. Il y a vraiment un travail politique à faire. Je dois concéder que en vous écoutant tous les trois, peut-être que je me rendais pas compte à quel point le porno avait tout envahi et pouvait être aussi nocif. J'ai peut-être été un peu naïf. Oui, Hubert ? Oui, je reprends votre question sur le rôle de l'État, le rôle de l'éducation sexuelle, etc. Le problème que nous avons, c'est toujours la même histoire, c'est les travers dans lesquels tombent nos gouvernants, qui est de focaliser une éducation sexuelle sur la question des minorités sexuelles, de la tolérance sexuelle, etc., et ne pas aborder ce qu'évoquait Catherine à l'instant, c'est les fondamentaux. Des fondamentaux vraiment sur lesquels il faut... Voilà. Moi, arriver aujourd'hui dans une situation où on fait pénétrer dans les écoles des associations LGBT qui vont prêcher la tolérance est un scandale absolu quand on n'est pas au clair sur le discours qu'on va tenir sur les fondamentaux. Ça crée un biais considérable. Et je ne parle même pas de ce qui s'est produit à Bordeaux il y a quelques mois, les drag queens qui débarquent financés par la mairie de Bordeaux pour raconter à des enfants de 3 ans des histoires de petits garçons qui se transforment en petites filles. Là, on touche le fond des piscines, pour le coup. Non, là, je parlais simplement de l'éducation sexuelle. Et là, le discours de tolérance, les bons vieux travers gauchisants qui sont toujours en filigrane dans ces programmes sont, à mon avis, totalement en dehors du coup. Il ne s'agit pas d'être intolérant, c'est pas le sujet. Mais revenons aux fondamentaux. Vous rajoutez à cela un discours de dévirilisation porté par les publicitaires aujourd'hui, qui n'en finissent pas de jouer par transgression, parce que la transgression crée l'impact sur des ambiguïtés. Vous avez Eram qui dit, par exemple, comme disent mes 2 mamans, la famille c'est sacré. Voilà, ça c'est le claim, la signature de la marque Eram, etc., etc. Vous avez des marques qui jouent à fond sur ces sujets-là parce qu'ils créent de l'impact et donc de la notoriété à bon compte. Tout cela mis bout à bout, agrégé, participe de cette dévirilisation que pointait du doigt Florian tout à l'heure. Alors juste avant de faire la deuxième pause musicale, je voulais quand même vous lire 2 témoignages d'auditeurs qui, à leur façon, expliquent la forme d'équilibre qu'ils ont trouvé donc dans leur couple et dans leur sexualité. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui âgé de 85 ans, je constate que j'ai été assidûment dragué plusieurs dizaines de fois par des représentantes du sexe féminin âgées de 15 à 60 ans, alors que je n'ai résolument dragué que 2 de ces personnes. Je peux vous assurer que ces dames et demoiselles sont prêtes à tout lorsqu'elles ont jeté leur dévolu sur vous. Finalement, j'ai vécu pendant 50 ans avec mon épouse sans jamais la trahir. Donc ce monsieur, visiblement, a été assailli de toutes parts et il a résisté. Ouais, félicitations à lui. Voilà, un autre message. Alors attention, pour être aimé par une femme, il faut être propre, ne pas laisser traîner du linge sale. Bah oui. Il faut avoir un peu d'humour et la faire rire un peu de temps en temps. S'entretenir physiquement sans en faire tout un plat. Ne pas être difficile quand elle cuisine, la complimenter des efforts qu'elle fait, lui rappeler qu'elle est belle, s'arrêter de faire l'amour dès que la femme l'ordonne, quand le bébé pleure ou le gamin tape à la porte des parents. Je n'ai jamais changé les couches ni lavé mes gosses et jamais je ne me suis baladé nu ou en slip dans la maison. Je ne lave pas les assiettes mais je coupe le pain ou la pastèque. Et je fais tous les travaux les plus physiques et m'occupe de toute la paperasse. J'ai toujours joué avec mes enfants, mais je suis un homme à l'ancienne, et ma femme et mes enfants même. Excusez-moi du rire parce qu'il est tard, mais c'était vrai. C'est une forme d'équilibre qui se sont trouvés tous les 2. Mais le couple, c'est pas du tout le 50-50 en fait. Et oui. Je crois que c'est vraiment l'écueil dans lequel on est en train de tomber aujourd'hui. C'est pas du tout du 50-50. D'ailleurs, de toute façon, il y a un problème. Si un jour l'un des 2 tombe malade, on ne peut pas être 50-50, ça va être 90-10 quoi, globalement, pour faire 100% à 2. Donc le jour où on est malade, déjà, c'est plus du 50-50. En revanche, par contre, et vraiment j'insiste sur ce point, il faut trouver un équilibre juste. Et dans la mesure où aujourd'hui, la femme travaille
majoritairement et n'est plus au foyer, et où les hommes de toute façon n'ont plus les moyens d'entretenir aussi une femme au foyer, parce que c'est une vraie question en fait, ce salaire unique qui n'est plus suffisant dans le couple. D'ailleurs on le voit bien, enfin nos grands-parents accédaient à la propriété bien plus vite que ma génération. Bref, passons. Mais donc dans la mesure où la femme travaille, il est normal, et les féministes soulèvent évidemment un loup. Et elles ont raison de le faire. Peut-être les solutions qu'elles apportent ne sont pas les bonnes, mais elles ont raison de souligner que ce n'est pas normal que ce soit les femmes qui fassent la majorité des tâches ménagères, que ce n'est pas normal que ce soit systématiquement les femmes qui fassent la cuisine, que ce n'est pas normal non plus que ce soit les femmes qui s'occupent spécifiquement et à 100% des enfants. D'ailleurs, les enfants, ils ont besoin d'un père, et un père, ça va avoir des jeux différents d'une maman. Donc, c'est important que les deux s'investissent dans le foyer. C'est même vital. Enfin, je pense que ça cause beaucoup de séparation, en fait, finalement, ce mauvais partage des tâches aujourd'hui. Et c'est une question de respect, en fait, tout simplement, de sa femme, déjà que de viser dans le panier à linge si c'est elle qui fait les machines, et que de faire la vaisselle si c'est elle qui fait la cuisine. Premièrement, mais c'est aussi une question de la valeur qu'on met dans les tâches du quotidien. Et pour moi, ces tâches-là, aujourd'hui, elles ont perdu beaucoup de valeur. On se dit, oui, bon, c'est un truc, c'est un peu nounouille. Moi, j'aime pas repasser les chemises. Voilà, alors je dis que c'est ma bonne femme qui le fait. Scoop, hein. Moi, j'aime pas repasser les chemises non plus. J'aime pas nettoyer le sol. J'aime pas faire des machines. J'aime pas. Voilà. Par contre, je le fais et je le fais avec amour, parce que je le fais pour mes enfants, parce que je le fais pour qu'ils aient des tenues élégantes. Je le fais pour moi aussi, et je le fais pour mon homme. Enfin, ça me paraît normal, mais parce que j'ai trouvé un équilibre dans mon foyer qui me permet de le faire avec amour, et parce que je le fais, parce que je sais que d'autres tâches que je n'aime pas faire sont faites en parallèle. Pierre Le Prince, une deuxième pause musicale. Oui, alors je tiens à dire que moi aussi je coupe le pain et la pastèque et que je mets mes chaussettes dans le panier de linge sale. Voilà. Félicitations. Merci. Bref, alors j'avais bien sûr dans ma besace de nombreuses chansons grivoises qui auraient pu illustrer les propos échangés depuis le début de l'émission, mais je pense que les oreilles les plus chastes qui nous écoutent arrivent à saturation. Donc pour ce second interlude, je vous ai sélectionné un morceau dans la veine du précédent, au niveau de la thématique tout du moins, mais cette fois interprété par un de mes artistes favoris, l'inénarrable Mike Patton, chanteur protéiforme officiant depuis les années 80 dans des genres très variés, et qui est cette fois s'essaie à la chanson italienne en reprenant de grands classiques des années 60 à nos jours, accompagnés par un orchestre symphonique. Je vous propose donc d'écouter L'uomo che non sapeva amare, désolé pour l'accent, ou L'homme qui ne savait pas aimer, tiré de l'album Mondo Cane. Bonne écoute et à très vite pour de nouvelles découvertes musicales.
ti amerò di più. Amore mio, perdonami, non voglio perderti. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Nous revoilà en studio. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Il y a notre ami et camarade Martin Sellner qui est indisponible pour intervenir en duplex. Donc, je vous rappelle, et j'espère que je l'aurai dans la prochaine émission, donc dans un mois tout pile, pour qu'il intervienne sur le Remigration Summit, donc le sommet consacré à la rémigration. C'est un événement particulièrement important qui aura lieu le 17 mai prochain à Milan. Jean-Yves Le Gallou, qui était là dans la première partie de ce libre journal du lundi soir, participera comme orateur français à ce grand sommet. Donc notez la date, le 17 mai à Milan, le sommet pour la remigration. Le mois prochain, nous espérons avoir Martin Sellner avec nous. Un auditeur qui nous dit que la naïveté de certains propos d'auditeurs montre qu'ils n'ont aucune idée de la perversion de cette vague de destruction, je pense qu'il parle du porno, qui devrait faire appliquer des mesures radicales pour la préservation de l'État et du pays, parfaitement comparables à celles prises contre les stupéfiants dans des pays qui respectent leurs citoyens comme Singapour. Je pense que la plupart des orateurs qui sont là vont acquiescer. Alors, avant de se quitter, puisque l'émission a quand même avancé, je voulais vous poser une question. Catherine Jongen, Hubert Calmette, Floriane Janin, un peuple, une société où la sexualité serait saine et épanouie. À quoi ça ressemblerait? Catherine Jongen. Et il y aurait sans doute déjà beaucoup plus de bien-être au quotidien. Je pense que quelque part, il y a beaucoup de frustration à cause de cet élan vital qui n'est pas rencontré ni chez les hommes ni chez les femmes. Donc je pense qu'il y aurait quelque chose... alors, depuis la nuit des temps, la problématique autour du pulsionnel sexuel a eu besoin d'être canalisée par la société, par des règles morales. Et c'est vrai que je reviens avec ce fameux interdit d'interdire et jouir à tout prix. Je pense que, en tout cas, ce ne sont pas des bonnes balises parce que ça fait maintenant une grosse cinquantaine d'années qu'on essaye de faire fonctionner les couples avec ces nouvelles balises. Et en fait, on voit bien que ça ne porte pas ses fruits. Donc, avoir l'impression pour les êtres humains d'être des objets de consommation, de plaisir, je pense que ça ne fonctionne pas. Très bien, merci. Alors, pour ponctuer un peu ce que vous dites, je trouve la remarque de cet auditeur très intéressant. Il dit « Il faut rappeler que l'amour dans le commerce pornographique est souvent payant, alors qu'une relation sexuelle est gratuite. » C'est comme... Pas toujours. Pas toujours, oui, pas toujours, mais alors, c'est un peu comparable à l'allaitement. Les femmes peuvent allaiter gratuitement et on leur vend toujours du lait en poudre pour remplacer ce qu'elles peuvent produire naturellement et gratuitement. Moi, je dis quand même toujours, puis je laisse la parole aux autres, mais à quel point faire l'amour dans un couple durable, ça coûte rien.
ça coûte vraiment, enfin, ça coûte rien, et ça fait vraiment du bien. Parce que dans le fond, on a cette petite hormone qui émerge au niveau de l'orgasme, qui s'appelle l'ocytocine, et qui est vraiment l'hormone du ciment du couple. Donc, en plus, il y a plein de bienfaits. On dort mieux, on a moins mal à la tête. Enfin, ce n'est que bon pour la santé. Voilà, que demande le peuple? Floriane Janin, en quelques mots, très très rapidement, une société ou un peuple qui sexuellement épanoui, à quoi ça ressemblerait? Je pense que déjà on aurait des couples plus unis et aussi des familles plus unies. Peut-être qu'il y aurait plus d'enfants aussi, parce que je suis persuadée que le plaisir a quelque chose à voir là-dedans, dans la quantité d'enfants qu'on a envie de mettre au monde. Je pense que les relations sexuelles jouent beaucoup, surtout si elles sont épanouies. Et non, globalement, j'ai rien à ajouter de plus. Hubert Calmette, le mot de conclusion. Il y aurait moins de consommation aussi peut-être. Si plus de sexe apaisé, c'est moins de pulsions, c'est peut-être moins de fringues, moins de fast fashion, moins de tout ça, quoi. Parfait. Hubert Calmette, pour conclure, il est temps de conclure. Pour moi, c'est un monde dans lequel l'ordre naturel, le processus vital, l'élan vital, serait à nouveau sacré. Le centre de tout. Une érotique solaire, ça peut paraître un petit peu panthéiste, mais je vais juste rappeler les mots d'un dominicain, le père Carré, qui disait aux gens qu'il mariait, devenez mariés, mais demeurez fiancés. Et cet homme d'église, en fait, faisait l'apologie, peut-être sans le savoir, mais en le sachant probablement, d'une érotique solaire. Et je crois qu'il faut réinjecter cela dans nos têtes. Très belle Formule conclusion. magnifique. Oui, merci à tous pour votre participation. Il est l'heure du rendez-vous poétique de Frédéric de Cinquiaux, auditrice de la promotion Homer. C'est Autour d'un verre. Autour d'un verre, le rendez-vous poétique du libre journal Vive la civilisation européenne. Je commence. Romain, connaissez-vous l'histoire de mes pères? Sans eux, je ne répondrais d'un fort caractère. Frédéric, bien sûr, je la connais par cœur. Mais je sens que votre âme s'abandonne en cette heure. Je ne veux refroidir votre ardente ferveur. Racontez-moi les mots tout brûlants de chaleur qui touchèrent votre âme, vos sens et tout votre être quand vous étiez enfant auprès de vos ancêtres. Gonflez votre poitrine. Allez, montez en chair, libérez vos avis. Parlez tout haut, ma chère. Face à vous, je me lève, m'avance et me présente, vous confiant nûment comment ces résistantes vagues ont secoué mon cœur depuis l'enfance. À 4 ans, mes parents se quittaient sans silence, jetant un sort à l'enviable permanence et invitant au bal les premières souffrances. Ma mère, une autre vie, épousa sans tarder, mon père élut le mutisme pour s'y murer. Un jour, la fillette aux larmes évaporées se targua d'un beau-père en tout point adopté. D'une liaison funeste, elle sut faire le deuil, préservant ses parents, affrontant les écueils. L'enfant devint adulte à l'âge où l'on s'amuse, où l'innocence est reine, où la poupée est muse. Respectant le chagrin de son père esseulé, elle usa de remèdes pour le réconforter. De la vie de sa mère, elle ne parla plus. Point plus que des bonheurs menus comme ingénus, qu'elle expérimentait dans ses plus beaux atours. Ces joies du quotidien revêtues de l'amour. Du côté maternel, l'épanouissement coulait abondamment, tout naturellement, comme un lait nourricier dont le liquide épais colmate chaque brèche diluant ses aspects. L'idylle suffoqua, après quelques années. Un trait fut tiré sur l'âtre recomposé. La versatilité pénétra de nouveau les humeurs d'un foyer condamné au barreau. L'entrée d'un troisième homme dans l'herbier maternel fut assez bien perçue, quoique moins solennelle. Je ne vous connais que trop bien, et c'est déjà que vous lui avez réservé tout votre éclat, votre hospitalité et votre grâce innée vous ont fait intégrer le dernier arrivé. À vous, je ne peux rien dissimuler du tout. De ce haut personnage, j'appréciais les atouts. Mais les ondes multiples causées par les séismes ont laissé bien des traces précipitant le schisme. Si je rêve d'emprunter aux pics leur hauteur, qui suis-je pour pardonner des autres les erreurs? Comment en vouloir au père de mon enfance, blessé par une vie privée de consistance? Se détestant entre eux, ces hommes ne s'accordent que pour maudire celle qui se met à la discorde. Et vous les aimez tous? Autant qu'ils se repoussent. Notre mariage augure de terribles secousses.
C'était Les Beaux-Pères par Frédéric de Cinquiaux, que nous saluons et que nous remercions. Et il est temps maintenant, Gabriel Fouquet, puisque vous avez le micro, de nous lire, de nous faire partager votre grand frisson. C'est l'heure de la boussole artistique de Gabriel Fouquet. Cyrano de Bergerac, acte 3, scène 10. Roxane est prise de court par l'audace de Christian. Cyrano, bravement, obtient pour son protégé un bien cruel trophée, un baiser. Si la postérité a retenu la fameuse question « Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce ?» l'affirmation qui la précède interpelle. Des larmes au baiser, il n'y a qu'un frisson. Soit le seul moment de la pièce où le célèbre Gascon troque charnel contre idéal. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'écouter les murmures de l'excellent, bien que trop mûr, Édouard Baer sous le balcon d'Alexia Giordano, au Théâtre Antoine à Paris jusqu'au 29 juin, contemplez à l'envi le splendide film de 90 avec Gérard Depardieu. Un conseil peu original, je vous le concède, mais les chefs-d'œuvre sont éternels. Quand Cyrano lèvera les yeux vers Roxane, fermez les vôtres et remémorez-vous le délicieux frisson qui préface un baiser. Puis, plongez. Abandonnez-vous à cette promesse. Si d'aventure la pudeur vous bridait, si vos sens vous trahissaient, laissez l'art vous rappeler ce qu'est la chair emportée par l'ivresse de l'amour, pour paraphraser Javier Ruiz Portela. Dans Les esclaves heureux de la liberté, paru en 2012, il nous invite à ne pas craindre la chair enivrée des amants, à célébrer la chair extasiée qui à une autre chair s'accroche et à une autre âme se suspend. S'accrocher et se suspendre. C'est littéralement ainsi qu'Alice Renavant a obtenu son étoile à l'Opéra de Paris, en s'accrochant et se suspendant aux lèvres de Mathieu Gagnon. Pendant près de 2 minutes, le couple tournoie dans un pas de deux d'une grâce infinie entre classique et contemporain. Ce tableau, désormais célèbre du ballet Le Parc d'Angelin Préliocache, se prolonge cette année dans les 4 saisons d'Antonio Vivaldi. Pour célébrer le tricentenaire de l'œuvre emblématique du compositeur vénitien, 5 chorégraphes s'inspirent de la recomposition magistrale de Max Richter pour faire danser le sentiment amoureux. Intitulé « Les saisons de la danse », ce projet filmé diffusé par Arte Concert fait s'enlacer musique, nature et corps. 4 saisons, 4 chorégraphies, 4 paysages, 4 duos de danseurs, 4 états du couple amoureux. Au printemps, évidemment, l'amour naissant et étourdissant. À l'été, la passion incandescente. À l'automne, la lutte et les doutes. À l'hiver, la rupture et la peine. Sur le papier, il s'agit d'une prière païenne, un rituel des temps lointains. À l'image, il vaut mieux se passer de l'automne et l'hiver, l'hétérosexualité semblant hélas réservée au beau jour. Il y a des accents érotiques troublants dans le printemps imaginé par Franck Chartier dans ses saisons. L'envoûtant corps à corps des 2 interprètes n'a rien à envier à la crudité des corps anguleux dessinés par Egon Schiele au début du XXe siècle. Les dernières années de l'enfant terrible de la sécession viennoise s'exposent justement au Léopold Museum à Vienne jusqu'au 13 juillet 2025. Schiele disait peindre la lumière qui vient de tous les corps. Ses portraits et autoportraits convoquent le crépuscule plutôt que l'aurore. La puissance de la ligne de l'esquisse, combinée à l'intensité des regards et à la suggestivité des poses, nous rappelle le lien inextricable qui unit le dessin et la poésie. Certains trouveront peut-être l'art de Schiele trop cru, trop frontal, trop intense. Moi, je l'aime passionnément. Ses lignes sont sublimes dans le sens visconscient du terme. Entre ses mains, la beauté émerge du chaos. Il suscite des frissons, des rafales d'émotions, des vertiges. Dans Les Piliers de la mer, sorti le 2 avril dernier, Sylvain Tesson s'interroge. Le vertige ne serait-il pas l'élargissement de soi, plutôt que le racornissement dans la peur? Cette définition siérait aussi bien à la peur du vide qu'au désir, et même à l'amour. Ma génération peine à aimer. Peut-être devrait-elle déjà réapprendre à frissonner. L'excitation est préambule à la poésie, cet art tout européen de sacraliser les pulsions de vie, de mort et d'amour qui nous traversent. Le frémissement des sens traduit une impatience de l'âme, un désir, notre ancrage dans la réalité. Il prouve que nous habitons le monde qui nous entoure. Et c'est en l'habitant ce monde que l'on peut en être le poète et l'amant. Pauvre, je ne peux pas vivre dans l'ignorance. Il me faut voir entendre et abuser, t'entendre nu et te voir nu,
pour abuser de tes caresses. Paul Éluard. Merci Gabriel. Tous ces conseils, toutes ces références seront à retrouver sur le site de l'Iliade et de Radio Courtoisie. Je vous remercie. Merci pour vos commentaires, vos témoignages. Merci à nos invités et je vous dis à dans un mois. Vous venez d'entendre le libre journal du lundi soir, dirigé par Pierre-Alexandre Bouclet puis Romain Petitjean, diffusé en direct le lundi 14 avril 2025 de 18h à 21h et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.